Je m'appelle Alice Di Concetto, je suis juriste en droit de l'animal et j'exerce au sein d'une structure associative qui fournit du conseil juridique et en affaires publiques en droit de l'Union. Voilà, nous on est vraiment un groupe de juristes dont l'activité porte exclusivement sur la place de l'animal à la fois en droit et dans les politiques publiques au niveau de l'Union européenne et voilà, par conséquent également dans certaines missions qu'on a à accomplir au niveau des États membres également. Je voulais aussi mentionner que cette recherche que je présente aujourd'hui a été menée avec mon collègue et collaborateur Anatole Poinceau. Donc voilà, parce que ça fait l'objet d'un certain nombre d'heures d'aller regarder un petit peu ce que les différents États membres prévoyaient dans leur droit interne s'agissant des règles de composition et de gouvernance des comités d'éthique. Très bien. Alors, peut-être à titre d'introduction, vu que voilà, vous n'êtes pas forcément des juristes accomplis, en tout cas en droit européen, je précise que le droit européen est un droit contraignant. On sait pas, alors c'est un peu étrange parce que le législateur européen a fait le choix d'appeler un type de législation directive. Mais c'est pas parce que ça s'appelle directive que c'est pas du droit, hein. Il faut vraiment penser aux directives comme de la législation. C'est absolument contraignant. Il ne s'agit pas du tout d'orientation ou d'objectif, c'est vraiment du droit dur que les États membres sont tenus de transposer en droit interne de manière contraignante. Très bien. Donc, durant cette présentation, je présenterai un petit peu les règles du droit de l'Union européenne applicables au comité d'évaluation des projets de recherche. Et ensuite, je me tournerai vers l'analyse du droit interne, donc des droits nationaux des États membres, pour voir un petit peu comment les États membres ont prévu d'organiser la composition et la gouvernance des comités d'évaluation des projets de recherche. Alors moi, voilà, le champ de cette étude, c'est vraiment les comités d'évaluation, sachant que en France, les comités d'éthique s'occupent voilà, de l'ensemble des missions qui sont attribuées en matière de réglementation du traitement réservé aux animaux utilisés à des fins scientifiques. Dans certains États membres, vous avez des comités spécifiques qui vont s'occuper de l'évaluation, qui vont s'occuper évaluation de l'appréciation rétrospective. Voilà, donc parfois ces missions sont confiées à différents comités d'éthique. Mais voilà, moi je vais vraiment m'occuper durant cette présentation, en tout cas, des règles applicables aux comités d'éthique dans leur fonction d'évaluation des projets de recherche. Euh, alors, j'ai pas raté. Ok, très bien. Voilà, là, le droit européen, enfin le législateur européen se contente de parler d'autorité compétente pour l'évaluation des projets de recherche, ce que en droit interne français on appelle donc les comités d'éthique. Et la directive 2010-63, hein, comme ça a été rappelé par Pierre précédemment, ne précise en fait pas vraiment ni la composition ni le mode de gouvernance de ces comités. Alors, la directive ne dit pas rien non plus, hein, et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est-à-dire que c'est peut-être pas suffisamment précis au goût des autorités compétentes nationales, mais il y a quand même beaucoup d'informations et c'est ce qu'on va voir donc sans plus tarder. Alors, dans un premier temps, il est possible de déceler, c'est un peu un travail d'investigation, parce qu'effectivement, voilà, les États membres ont dû composer avec des instructions plutôt générales. Et d'ailleurs, je viendrai je préciserai les raisons du pourquoi de cette généralité dans les textes européens. Mais voilà, on peut quand même composer avec certains éléments. Si on regarde la directive, voilà, le législateur européen est très clair, hein, les autorités compétentes nationales sont responsables de cinq missions, donc agrément, inspection, évaluation des projets, autorisation des projets et l'appréciation rétrospective des projets quand c'est applicable. Ensuite, la directive européenne nous dit aussi la façon dont ces autorités compétentes doivent mener ces missions, notamment dans le respect. Alors,
moi j'ai identifié trois principes, les principes de transparence, impartialité et indépendance. Et pour ça, voilà, on déduit ces principes-là de l'article 38.4, qui a déjà été mentionné, et le considérant 39, qui est les considérants qui sont en fait le préambule, voilà, la liste un petit peu des principes, c'est un peu l'exposé des motifs de la directive. Donc les considérants n'ont pas de valeur juridique, mais néanmoins, ils informent un petit peu sur l'intention du législateur. Ça va être d'autant plus important quand il y a des histoires de contentieux, quand voilà, certaines parties vont avoir une interprétation divergente de la directive. Et typiquement, dans le cas d'un contentieux, le juge va s'appuyer sur les considérants pour essayer de déceler quelle était l'intention originelle du législateur. Donc on voit bien que le législateur a bien en tête voilà, ces principes d'impartialité et d'indépendance. Et s'agissant de la composition des comités d'évaluation, c'est vrai que le législateur, là encore, est un petit peu vague, mais encore une fois, il dit pas rien non plus. On parle, enfin, le législateur nous dit que l'autorité compétente, donc le fameux comité d'éthique, doit quand même disposer de compétences. Il s'agit, à mon sens, de compétences assez solides, en lien à la fois avec le projet soumis à évaluation, la biologie animale, le bien-être animal. Ce sont l'ensemble des exigences qui sont listées à l'article 38.3 de la directive. Le législateur nous dit également que les membres du comité éthique ne doivent avoir aucun conflit d'intérêt, et c'est d'ailleurs une exigence assez élevée. Hein. C'est pas voilà, il peut y avoir des conflits d'intérêt, mais qui peuvent s'expliquer. Non, non, il y a aucun conflit d'intérêt. Ça, c'est clair et net dans la directive. Et s'agissant de la mission d'évaluation des projets en particulier, la directive nous parle voilà, de la nécessité d'avoir dans ces comités d'éthique des projets, des experts, pardon, et des experts en particulier. Le législateur, là, va vraiment détailler le type d'expertise qui est nécessaire, donc dans les champs d'application scientifique pour lesquels les animaux sont utilisés, la conception d'expériences, la pratique vétérinaire, l'élevage des animaux et les soins. Et enfin, le législateur dit également, il peut y avoir la prise en compte de l'avis de parties indépendantes, ce qui suppose qu'il peut y avoir parmi les membres du comité d'éthique des personnes indépendantes qui ne sont pas forcément des experts. Bon, s'agissant de la gouvernance, donc la gouvernance, qu'on appelle un peu la structuration, c'est-à-dire la façon dont les comités d'éthique fonctionnent, fonctionnent par rapport notamment à l'administration nationale, et fonctionnent entre eux. Là, la directive est beaucoup moins précise. Enfin, là, le législateur européen est vraiment quasiment silencieux, puisqu'on nous dit simplement, bah, il peut y avoir une ou plusieurs autorités compétentes. Et ensuite, il peut s'agir d'organismes autres que les pouvoirs publics. Donc, le législateur accepte parfaitement une forme de privatisation de la mission des comités d'éthique, pourvu que voilà, l'organisme en question eh bien, ait les compétences requises et encore une fois, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans l'exercice de ces missions, ce qui renvoie voilà, à ce qui est exigé des comités d'éthique en général. Très bien. Donc, bien que voilà, le législateur européen ne soit pas complètement silencieux, les critères sont relativement flexibles, d'où une marge de manœuvre assez significative dans la composition et la gouvernance de ces comités en droit interne, de sorte que le fonctionnement des comités scientifiques, des comités d'éthique varie considérablement d'un État membre à l'autre. Alors moi, je me suis tout de suite posé la question, mais pourquoi, quand on fait du droit européen, on est toujours frappé, et surtout quand on fait du droit comparé entre droit européen et droit interne. Le législateur européen est extrêmement bavard. Il parle tout le temps, il nous raconte tout le temps, et le législateur européen est aussi extrêmement zélé. D'ailleurs, vous avez sans doute entendu dernièrement les protestations des agriculteurs par rapport au zèle réglementaire du législateur européen. Et donc, on est assez surpris d'avoir une directive qui finalement laisse autant de marge de manœuvre aux États membres dans la mise en place de ces comités d'éthique. Alors, une explication une hypothèse que je vous soumets, c'est qui, je
pense, est la bonne, c'est que, en fait, tout simplement, le législateur européen devait composer avec des systèmes qui étaient déjà en place dans les États membres, hein. En fait, l'existence des comités d'éthique préexiste à l'adoption de la directive de 2010. Et non seulement il préexiste, mais c'est une histoire en fait assez ancienne. C'est donc voilà, enfin les États membres ont évidemment informé, composé avec la Commission européenne, de sorte que le droit applicable issu de la directive de 2010 ne vienne pas complètement, ne conduise pas à une refonte complète du droit interne des 27, à l'époque 28 États membres. Très bien. Donc, regardons un petit peu maintenant, voilà, face à la généralité ou à la flexibilité des exigences qui sont posées en droit européen, comment en fait les différents États membres ont interprété et mis en œuvre ces règles dans leur droit interne. Donc, vous vous souvenez, quand on a parlé des règles de composition des comités éthiques, on en a déduit que voilà, les membres des comités d'éthique devaient être compétents, qui devaient être dépourvus de tout conflit d'intérêts, hein, ce qui exclut a priori la possibilité pour les acteurs d'être en situation d'évaluer leur propre projet. Et on avait dit également, les comités d'éthique peuvent en outre prendre en compte l'avis de personnes indépendantes, mais sans que cela constitue une obligation. La Commission européenne a un petit peu pallié les manquements du législateur européen en venant préciser les exigences relatives aux compétences et aux conflits d'intérêts des membres des comités d'éthique dans un guide publié en 2018. Alors, il s'agit d'un guide qui n'a pas de force contraignante, mais qui nous donne des indications un petit peu sur la manière dont les États membres sont tenus d'interpréter ces exigences quant à la composition des comités d'éthique. Alors, j'ai relevé quelques recommandations concernant la compétence des évaluateurs. Alors, c'est rien de très surprenant, mais il faut que les évaluateurs aient une bonne compréhension de l'application des 3R dans le contexte de la conception des expériences, mais aussi une bonne compréhension des enjeux autour de la santé, du soin et des bien-être des animaux. S'agissant de l'absence de conflit d'intérêts, la Commission encourage les contributeurs à procéder à des déclarations de conflit d'intérêts. Donc là encore, rien de très surprenant, mais c'est vrai que ça aurait été sans doute nécessaire de le préciser dans le texte même de la directive. Et s'agissant de l'exigence d'impartialité, la Commission européenne considère qu'il est utile de faire appel à des profanes. Ce qu'on retrouve, voilà, c'est des idées qu'on retrouve assez régulièrement dans le droit des États membres. D'ailleurs, c'était intéressant de voir que, en fait, la charte nationale, avant qu'elle soit codifiée en droit français, avait la même idée. Donc voilà, c'est rien de très surprenant, mais encore une fois, ça vient combler les carences de la rédaction un peu trop générale de la directive de 2010. Alors, en fait, certains États membres ont codifié ces recommandations, mais globalement, c'est assez peu d'États membres. Alors, on n'a pas pu faire une étude exhaustive et vous allez comprendre très vite pourquoi quand je vais vous parler un petit peu des règles de gouvernance des comités éthiques. Mais voilà, on s'est plus ou moins fondé sur, enfin, on a plus ou moins analysé les États membres qui ont le plus recours à des animaux dans le cadre d'expérimentation, enfin, ou d'utilisation scientifique. Et on a relevé certaines particularités qui étaient assez intéressantes. Alors Pierre m'avait demandé surtout voilà, de présenter quelques particularités pour éventuellement inspirer nos propres autorités compétentes ici en France. Donc j'en ai relevé quelques-unes. Alors s'agissant voilà, d'ouvrir un petit peu au-delà de l'expertise des scientifiques impliqués sur les projets, eh bien, on retrouve des obligations de représentation d'experts issus des sciences sociales et juridiques, ce qui paraît, ou de tout autre domaine jugé utile. Ça, c'est les Pays-Bas qui laissent la possibilité, voilà, vous invitez qui vous voulez, mais il faut que ce soit voilà, quelqu'un avec une expertise qui n'existe pas a priori dans le comité d'éthique. On a également noté que dans certains États membres où une telle exigence n'existe pas, certains établissements vont volontairement
faire appel à des experts voilà, issus des sciences sociales ou des sciences juridiques. C'est le cas notamment en Italie et dans certains établissements en Allemagne. Donc ça, c'est assez intéressant parce que voilà, ça permet de compléter les discussions par des expertises différentes, notamment voilà, toutes les questions. Enfin, vous savez que le bien-être animal, qui est un concept qui a été très largement capté par les sciences dures, c'est aussi voilà, un sujet des sciences sociales. Voilà, des philosophes ont des choses à dire, des juristes peuvent avoir des choses à dire, et donc pourquoi pas, après tout, les intégrer au comité d'éthique. Euh, une obligation de représentation de profanes issus de la société civile. Alors ça, c'est en Suède et il y a même une quantification. Il faut que, d'ailleurs, je me souviens plus de combien c'est, mais il faut qu'il y ait un minimum de représentants voilà, profanes au sein des comités d'éthique pour assurer l'impartialité de ces mêmes comités d'éthique. Et alors, intéressant également en Suède et en Allemagne, il y a la volonté aussi de représenter les personnes issues d'associations de protection animale. Donc en Suède, c'est assez clair, hein, c'est-à-dire la moitié des représentants des personnes profanes doivent être issus des associations de protection animale. Donc les associations de protection animale sont toujours représentées dans les comités d'éthique en Suède. En Allemagne, moi j'ai trouvé que c'était une solution d'ailleurs assez prometteuse. On ne demande pas nécessairement à ce que les associations de protection animale soient représentées dans les comités d'éthique, mais on va se tourner vers ces mêmes associations pour qu'elles nomment des représentants. Ce qui est assez intéressant, ça peut donner l'occasion d'avoir dans un comité d'éthique des scientifiques qui voilà dont les comment dire dont les opinions sont appréciées des associations de protection animale. Euh, Ensuite, s'agissant toujours de l'aspect voilà, de la garantie d'impartialité des comités d'éthique, on a vu qu'en Espagne, il y avait une obligation de représentation d'experts en bien-être animal, mais cette personne doit être sans relation directe avec l'utilisateur ou le projet, ce qui d'ailleurs me rappelle la disposition qui était dans la charte nationale avant qu'elle soit codifiée. Il y avait marqué vraiment personne extérieure. Alors, je sais pas, je comprends que le Conseil d'État ait un peu tiqué sur la rédaction qui effectivement me paraissait un petit peu vague, mais alors l'exigence d'extériorité de la personne n'a pas survécu à la codification, alors que là, en Espagne, voilà, il faut que la personne soit vraiment sans lien direct avec l'utilisateur ou le projet, donc il s'agit bien d'une personne extérieure. Alors, au Royaume-Uni, alors attention, ça c'est à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, j'attends la confirmation d'une collègue. Ce que j'ai compris de la législation britannique, qui d'ailleurs est pas si, on vend toujours le Royaume-Uni comme étant, voilà, le pays pionnier, incroyablement novateur et avancé sur la question du bien-être animal. La législation britannique codifie quasiment mot pour mot, enfin, a transposé quasiment mot pour mot la directive de 2010. J'ai rien vu de particulièrement euh, Ah oui, alors bien sûr. Non, non, mais bien sûr, ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, je pense que la France a fait un petit peu la même chose. C'est pour ça qu'il y a pas d'écart conséquent entre la. Non, ok. Mais voilà, donc bon, j'ai pas noté de différence importante. Mais j'ai l'impression que la loi prévoit voilà, des règles, des exigences en matière de composition, et sur décision de l'autorité compétente, il peut y avoir enfin, voilà, des nominations complémentaires. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que l'autorité compétente fait usage de cette possibilité, mais en tout cas, ça semble être prévu par le droit britannique. Euh, Très bien. Alors maintenant, je voudrais parler de la gouvernance des comités d'éthique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la façon dont ils sont structurés enfin, au sein même d'un pays.
On a vu que la directive autorise les États membres comment dire, à désigner une ou plusieurs autorités compétentes et que il peut s'agir d'organismes autres que les pouvoirs publics, ce qui est une information intéressante, puisque voilà, il y a une véritable autorisation, enfin, de privatiser cette mission d'évaluation des projets. Euh, Moi, j'ai noté que s'agissant de la gouvernance, on pouvait distinguer les États membres sur la base de deux éléments. La façon dont les États membres vont répartir les missions entre les autorités compétentes, ce qui peut être facteur de complexification. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas pour les acteurs. Donc, vous avez certains États membres qui ont désigné une seule autorité compétente responsable de l'ensemble des 5 missions relatives à la réglementation de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Donc, ça, typiquement, enfin là, j'ai mis un exemple, c'est un pays qui désigne son ministère de l'Agriculture comme étant le seul ministère de tutelle. Et ce ministère va s'occuper, voilà, des missions, va mener les missions d'agrément, d'octroi d'agrément, d'inspection, d'évaluation, d'autorisation et l'appréciation rétrospective. Il y a certains États membres, c'est le cas de la France, où il y a une tutelle qui est partagée entre deux autorités compétentes. Donc, chez nous, c'est entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Recherche. Je ne sais pas si c'est exactement la répartition des missions, mais voilà, enfin, certains États, enfin, beaucoup d'États membres fonctionnent de cette manière-là. Ce qui peut créer enfin, moi j'ai l'impression, après vous me direz ce que vous en pensez, mais qui peut créer des problèmes en fait, parce que voilà, les ministères travaillent pas forcément de manière coordonnée. Ça peut être difficile d'identifier l'interlocuteur idoine en cas de problème. Euh, ok, alors attendez. Euh, alors, deuxième aspect sur la base duquel on peut distinguer les États membres, c'est le degré de centralisation des missions. Il y a certains États membres dont le pouvoir central administre l'ensemble des missions assignées par le législateur européen. Alors, la France ne fait pas partie de ces pays-là. C'est toujours, enfin, j'ai trouvé ça intéressant à noter, hein, dans la mesure où la France a quand même une tradition de centralisation du pouvoir assez importante, mais on retrouve des pays comme l'Estonie, la Hongrie, Malte, la Finlande. J'imagine qu'en fait, c'est des pays où peut-être il n'y a pas beaucoup d'établissements réglementés, où c'est des petits pays où, voilà, tout simplement, il est plus facile de centraliser les missions au sein du pouvoir central. Et après, il y a les États membres dont, voilà, à contrario, où le pouvoir central a délégué certaines ou toutes les missions à une ou des administrations régionales. C'est le cas de l'Allemagne notamment, ou locales. Donc parfois, l'administration régionale va déléguer au pouvoir local et voire à externaliser cette fonction au sein d'entités, enfin au sein même des établissements, dont c'est le cas de la France et de la Belgique. Euh, alors, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas pu faire une cartographie exhaustive. C'est parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, en Allemagne, qu'il y a certains États où, en fait, l'État lui-même va dire non, mais moi, j'ai délégué à mes municipalités ou à mes communautés de communes. Donc, chacun a ses propres règles. Enfin, chaque échelon d'administration a ses propres règles. Voilà, c'est un travail assez conséquent de devoir cartographier quelles sont les règles en vigueur dans l'ensemble, enfin, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Très bien. Alors, il faut noter qu'en fait, il arrive que ces modèles de gouvernance se combinent de sorte que la répartition des missions entre les administrations compétentes varie d'une région à l'autre au sein d'un même État membre. C'est ce que je vous disais. En Allemagne, par exemple, il y a certains États qui décident, bah voilà, bah moi je vais prévoir des règles de composition et de gouvernance de mes comités d'éthique. Et il y a d'autres régions qui disent, ah non, non, moi c'est pas ma compétence, j'ai tout délégué à mon administration voilà, locale. D'où un manque de cohérence dans l'application de la directive de 2010-63. Et c'est ce que relevait d'ailleurs un rapport de la Commission européenne de 2017.
c'est important dans la mesure où la directive 2010-63, elle s'occupe pas que des animaux. Ça, c'est un grand classique du législateur européen. Le législateur européen aime bien sûr les animaux et veut les protéger, mais il aime encore plus le marché et il aime encore plus quand le marché est unifié et de sorte à garantir la concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un morcellement dans la réglementation qui fait que bah, vous ne serez pas logé à la même enseigne en termes de réglementation sur l'utilisation des animaux utilisés à des fins scientifiques, selon que vous soyez bah, voilà, en Allemagne, même d'une région à l'autre en Allemagne. Très bien. Alors, j'ai noté également qu'il pouvait y avoir des problèmes au niveau du modèle Enfin, j'ai identifié, on va dire, une mauvaise pratique éventuelle, mais voilà, encore une fois, c'est des hypothèses de recherche que je vous soumets. Il y a potentiellement une mauvaise pratique en matière de gouvernance des comités d'éthique. S'agissant des États membres qui autorisent les évaluations au niveau de l'établissement, enfin qui autorisent comment dire, la création de comités d'éthique au sein des établissements. Donc c'est d'autant plus intéressant que c'est le cas de la France. Donc la directive, comment dire, a un haut niveau d'exigence en matière de conflit d'intérêts, hein. Le législateur européen précise bien que voilà, l'autorité compétente ne peut connaître aucun conflit d'intérêts dans l'exercice de ses missions. Et il semblerait que ce soit un petit peu difficile de garantir cette exigence dans le cadre des comités d'éthique en établissement. En tout cas, c'est ce que la Commission européenne semble dire dans son guide de 2017, où voilà, elle semble dire que ce modèle de gouvernance offre un niveau de garantie insuffisant à la lumière des exigences d'impartialité, pardon, mais également de disponibilité d'expertise, de cohérence et de proportionnalité, qui sont des principes prévus par la directive. Voilà, donc des pistes de réflexion que je vous soumets. La question de l'ouverture des comités d'éthique à de représentants de la société civile. Alors moi, enfin, c'est peut-être étonnant, mais, étant donné que je travaille beaucoup avec des associations de protection animale, je pense que la solution allemande est très prometteuse, hein. C'est-à-dire que sans forcément inviter des profanes complets, d'ailleurs, vous verrez dans la contribution écrite, en fait, le modèle suédois fonctionne pas très bien de ce point de vue-là. Pourquoi pas se tourner vers les associations de protection animale et leur dire, voilà, est-ce que vous avez, vous, des experts scientifiques que vous voudriez eh bien, intégrer dans les comités d'éthique? Je pense que ça peut être assez intéressant. Mettre fin au régime d'autoréglementation des établissements. Alors là, je suis volontairement provocatrice parce qu'évidemment, je sais que c'est pas complètement de l'autoréglementation, qu'il y a quand même des organismes de tutelle. Mais voilà, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces comités d'éthique dans les établissements? Voilà, est-ce qu'il peut y avoir des garanties d'impartialité dans ce contexte? Confier et on peut aussi envisager de confier les missions d'évaluation et d'autorisation d'une part et la mission d'évaluation rétrospective d'autre part à deux comités différents. Mais bon, là, j'imagine que le fardeau administratif va être alourdi, mais voilà, c'est une idée. Et ensuite, dans une optique de simplification et de cohérence, le fameux choc de simplification, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la centralisation des comités d'évaluation dans un objectif de simplification et de cohérence? Je ne sais pas dans quelle mesure ça s'applique à la France. Je pensais surtout à l'Allemagne où voilà, il y a vraiment un morcellement, une fragmentation du paysage réglementaire par rapport au comité d'éthique. Mais voilà, est-ce que ça s'applique à la France? Je n'en suis pas certaine. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à suivre nos actualités. Alors nous, on est plus voilà du côté, enfin on est des juristes au service de la protection animale, donc l'idée c'est vraiment d'améliorer le traitement des animaux en droit, mais voilà, on est toujours très heureux de parler et de dialoguer aussi avec les communautés, enfin les différentes communautés qui sont réglementées par le droit également. Je vous remercie.